Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'introduire cette série de conférences avec un sujet, on vient de le dire, qui est on ne peut plus d'actualité. Les pesticides. Vous savez, c'est ce produit qu'on nous a présenté pendant des années comme un outil de progrès, une promesse d'abondance et qui s'est révélé être en fait une véritable bombe sanitaire à bombardement qui provoque une pollution massive des sols, de l'eau, de l'air et surtout de nos corps. Scientifiquement, il est aujourd'hui prouvé qu'on retrouve ce produit jusque dans le cordon ombilical de nos enfants. Au printemps dernier, une étude de l'ANSES révélait le lien entre les pesticides et la santé de nos enfants. Elle montrait notamment les conséquences désastreuses sur leur neurodéveloppement et la survenue de troubles du comportement chez les plus jeunes. En France, aujourd'hui, on répertorie environ 2800 nouveaux cas de décès infantiles chaque année. C'est un sujet qui a longtemps été cantonné au cercle exclusivement scientifique, environnemental, agricole, alors qu'il s'agit en fait d'un véritable enjeu de santé publique. Je pense que vous avez tous en tête aujourd'hui l'actualité de la loi du plomb qui a été adoptée il y a quelques semaines malgré l'alerte des scientifiques. On va en reparler ensemble et je pense que ce qui est assez intéressant avec cette loi, c'est qu'elle a encore une fois montré un manque d'ambition politique face à un enjeu sanitaire majeur, mais elle a aussi permis de voir l'élan citoyen, la prise de conscience collective qui se mettait en place autour de ce sujet. Elle a permis notamment une mobilisation des médecins et scientifiques de grande ampleur, mais aussi une vraie adhésion populaire autour de cette mobilisation scientifique, puisqu'on a eu plus de 2 millions de signatures récoltées après la pétition lancée par une étudiante sur ce sujet. Une lutte qui est de plus en plus incarnée. Vous vous souvenez sans doute tous de Flore Breteau, qui a beaucoup été porte-parole de cette lutte ces derniers temps. Le visage encore de la petite Emma, qui a été la première enfant dont le décès en 2022 a été reconnu par le Fonds d'indemnité des victimes de pesticides. Donc un sujet d'une actualité brûlante, de plus en plus saisi par les citoyens. Et ce qu'on va voir pendant l'heure qui va suivre, c'est notamment les racines et les réalités de ce scandale. Pourquoi est-ce que ça reste une omerta aujourd'hui en France et quelles sont les pistes d'action à lever? Et j'ai le plaisir pour ça d'accueillir à mes côtés Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, et Marc Billot, directeur de recherche au CNRS et spécialiste en cancérologie. Vous étudiez notamment les cancers pédiatriques, c'est un sujet assez important pour vous. Je voudrais déjà commencer par vous faire réagir tous les deux sur la loi du plomb qu'on vient d'évoquer. Marc Billot, je crois que c'était assez important pour vous de commencer là-dessus. Oui, alors merci beaucoup, je suis ravi d'être parmi vous. Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais prendre 5 minutes pour revenir sur la loi du plomb et la chronologie du vote de cette loi, puis après de l'action du Conseil constitutionnel, parce qu'il me semble qu'elle illustre très bien les points de conflictualité majeurs auxquels on est confronté sur la question des pesticides. Donc, comme vous savez, ce texte de loi a été proposé par 2 sénateurs, Laurent Duplomb, qui est un sénateur LR, et Franck Menonville, UDI. Et le titre de la loi, c'était « Lever les contraintes sur l'exercice de métier d'agriculteur ». Alors, ça ne s'est pas fait dans n'importe quel contexte. C'est fait dans un contexte où le gouvernement mène une politique écologique régressive. Je pense que vous avez tous en tête la dénaturation du plan Éco-Phyto qui visait à réduire de 50% l'utilisation des pesticides, les menaces financières sur l'agence bio, sur l'ADEME, les menaces financières et physiques aussi sur les fonctionnaires de l'Office français de la biodiversité et la reprise du chantier de la 69. Donc cette loi, elle ne vient pas à n'importe quel moment et pas dans n'importe quel contexte. Alors, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment présent dans votre esprit, mais le comité sénatorial pour préparer cette loi a auditionné un certain nombre de personnes. Et c'est intéressant de voir qui il a auditionné. Les syndicats agricoles, en particulier la FNSEA, des ONG, des scientifiques de l'INRAE, qui est l'Institut d'agronomie, et puis le lobbyiste Fitéis. Mais ce comité n'a auditionné ni des membres du ministère de la Santé, ni des membres du ministère du Travail, ni des chercheurs de l'INSERM ou du CNRS, ni des toxicologues, ni des médecins. Et donc ça, c'est ce qui a permis de rédiger cette loi. Et on sait que la FNSEA a été activement impliquée dans la rédaction de ce projet de loi. Alors vous savez, cette loi, elle comprend un certain nombre d'articles. On pourrait y revenir si vous voulez, mais l'article phare, c'était la réintroduction d'un pesticide interdit depuis 2018 qui s'appelle l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde. Et donc, on dispose de nombreux arguments qui font qu'il y a forte présomption que cette molécule
puisse être dangereux non seulement pour la santé humaine, mais bien évidemment pour la biodiversité. C'est une molécule qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien, donc dans le liquide qui baigne le cerveau, en particulier des enfants. C'est une molécule qui peut traverser la barrière placentaire. C'est une molécule qui est très probablement reprotoxique, c'est-à-dire qu'elle exerce des effets délétères sur la fertilité. Et donc, c'est une molécule qui est tellement inquiétante en termes d'effets que l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui s'appelle l'EFSA, a demandé aux industriels, depuis 2013, à 3 reprises, des études complémentaires sur la neurotoxicité développementale de l'acétamipride. Et à ma connaissance, ces études complémentaires n'ont jamais été fournies. L'EFSA, qui est tellement inquiète qu'elle a divisé par 5 ses normes toxicologiques, donc la dose journalière admissible et d'autres normes. Donc c'est vous dire si l'EFSA est vigilante par rapport aux effets de cette molécule. Pour ce qui concerne la biodiversité, il n'y a aucun doute, hein, c'est un néonicotinoïde, donc il est toxique pour les pollinisateurs, moins peut-être que certainement que les autres néonicotinoïdes à des doses aiguës, mais on sait qu'à des doses sublétales, toxiques, il est très très toxique pour les pollinisateurs, pas seulement les abeilles, hein, d'autres espèces, et donc aussi pour les vers de terre, donc en conséquence pour la faune aquatique, les oiseaux, etc. Donc c'est un produit qui est vraiment dangereux pour la biodiversité. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les péripéties, mais vous savez que pour finir, la loi n'a pas été votée directement au Parlement, puisqu'elle a d'abord été discutée dans le cadre de ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui comportait 7 sénateurs et 7 députés. Et parmi ces 14 personnalités, 4 avaient eu des mandats à la FNSEA. Donc c'est vous dire aussi le poids, même dans les structures publiques, hein, le poids de ce syndicat. Donc le gouvernement a soutenu ce texte de loi très très fermement. Et quand je dis le gouvernement, c'est essentiellement la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. On n'a ni entendu les ministres de la Santé, hein, donc Catherine Vautrin ou Yannick Noder, on ne les a jamais entendus, ils ne sont jamais exprimés sur ce sujet, ni le ministre du Travail. Il n'y a que Agnès Pannier-Runacher qui a dit qu'elle était défavorable à la réintroduction de l'acétamipride. Alors, face à évidemment, cette question majeure de santé publique et de biodiversité, il y a eu une mobilisation importante des scientifiques. Donc, il y a plusieurs tribunes qui sont parues dans la presse, en particulier dans Le Monde. Donc, il y a de nombreuses sociétés savantes qui ont signé ces tribunes. Des associations, la Ligue contre le cancer, la Fondation ARC, la Fondation pour la recherche médicale, l'Institut du CNRS d'écologie et de l'environnement, le Conseil scientifique du CNRS, de l'Institut national du cancer. Même les grands chefs de la cuisine ont signé cette tribune, c'est vous dire le niveau de préoccupation. Et le Conseil national de l'ordre des médecins, qu'on ne peut pas qualifier d'un organe extrêmement gauchiste, a déclaré que le doute n'était pas raisonnable. Eh bien, malgré ces tribunes, malgré la pétition, donc Charlotte l'a rappelé, plus de 2 millions de signataires en 3 semaines. Donc cette pétition initiée par Éléonore Patry sur le site de l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu. Je vous rappelle que la pétition qui a été le plus signée, c'est 2,3 millions de signataires, et je pense qu'on va certainement les dépasser, donc c'est absolument historique. Donc c'est une mobilisation exceptionnelle. Malgré ça, malgré la mobilisation des scientifiques, des associations, des plus grands spécialistes hein, sur la question des pesticides et de la biodiversité, la loi a été votée. Et donc elle a été votée le 8 juillet par l'extrême droite, par la droite, et par une grande partie des électeurs du centre. En conséquence, une soixantaine de parlementaires ont déposé un recours au Conseil constitutionnel. Et donc, comme vous le savez, le 7 août 2025, l'article qui concerne l'acétamipride a été censuré par le Conseil constitutionnel au nom de la Charte de l'environnement, donc le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. Donc c'est un vrai succès. Moi j'ai lu par ailleurs qu'on pouvait être mitigé. C'est vrai que le reste de la loi a été voté et promulgué par le président de la République. Et cette loi pose plein de problèmes. Bon, méga-bassines, élevage intensif, on pourra en reparler. Mais c'est quand même un vrai succès d'une mobilisation populaire. Ceci dit, il faut reprendre les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a censuré. Une des raisons, c'est l'absence de ciblage des filières agricoles.
L'autre, c'était pas mesuré dans le temps, donc c'est pas conditionné dans le temps la réautorisation de l'acétamipride. Et puis après, il y avait un risque si ce produit était pulvérisé. Ce qui veut dire que si jamais il y avait un autre texte de loi qui corrigeait ces mesures, à ce moment-là, on pourrait très bien reproposer une loi qui réautorise l'acétamipride. Et c'est ce qu'ont pas manqué d'ailleurs de dire Laurent Duplon et Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Alors, j'ai été un peu long, mais je pense que ça pose très clairement les questions auxquelles on est confronté avec les pesticides. D'abord, il y a une dépendance des données industrielles. Ça, on y reviendra, si vous voulez. J'ai souvent entendu que la science n'avait pas d'objection formelle à cet insecticide, en particulier les agences réglementaires. Donc, confondant la science réglementaire et la science académique, c'est pas du tout la même chose. On pourra en rediscuter si vous voulez. Ça met aussi, je pense, en exergue le rôle des lobbies, et en particulier, là, en l'occurrence, d'un lobby qui est la FNSEA, qui a un poids extrêmement important jusqu'au niveau du gouvernement. Ça pose aussi la question de l'arbitrage politique. Et là, en l'occurrence, qui s'est fait en faveur de l'industrie, ou d'une petite partie de la filière agricole, hein, puisque ce produit est surtout voulu par les betteraviers et par ceux qui cultivent la noisette. Et donc, la santé publique est vraiment une variable d'ajustement. Donc ça, c'est un vrai problème. L'excellent journaliste du Monde, Stéphane Foucard, dans un article paru dans le Monde en juillet, a parlé de rupture démocratique. Et je pense que c'est exactement ce à quoi on est confronté. Ouais, merci Marc. Bonjour à toutes et tous, je crois que tu as tout dit pratiquement. Donc, je partage ton constat et ton analyse. On est vraiment face à une attaque en règle contre la santé publique, contre l'écologie au global, contre la démocratie, hein, tu l'as rappelé, avec un contexte global, je dirais, mondial, avec les Américains en pointe, d'une offensive ultralibérale, voire suprémaciste, sur pas mal de sujets en lien avec, je dirais, les acteurs qui défendent des valeurs de solidarité et qui défendent des systèmes notamment démocratiques. J'en veux pour preuve, dans mon secteur, la remise en question de la solidarité internationale par la fin brutale du financement de l'USAID, l'agence américaine que Trump a décidé de balayer d'un revers de main, qui impacte certes de nombreuses organisations humanitaires, qui impacte évidemment beaucoup de patients. Hein. On a des projections de plusieurs milliers, voire millions de morts, notamment du fait de l'arrêt brutal de programmes en lien avec le VIH. Mais aussi, ces baisses de financement impactent le champ de la recherche, avec une remise en question du NHS, du CDC, de différents organismes qui travaillent non seulement sur les questions d'épidémiologie, mais aussi sur les questions de climat et d'écologie au global, vous le savez. Et cela est corroboré aussi à l'échelle européenne par des baisses de financement à hauteur de 50% de l'aide publique au développement, alors que ce n'est pas fait de manière aussi brutale que l'annonce de Trump, mais qui est annoncée depuis plusieurs mois. Et cette année, par exemple, le gouvernement Bayrou a coupé de 50% l'aide publique au développement. Et cela s'accompagne aussi au niveau du Parlement européen par des attaques en règle essentiellement menées par l'extrême droite contre tous les financements en lien avec les organisations qui travaillent sur les questions écologiques ou autres. Donc on voit bien que les chercheurs, les chercheuses, les ONG, la plupart indépendantes, en tout cas indépendantes des États, comme la mienne par exemple, sont pointés du doigt parce que, de fait, hein, ils sont des acteurs qui non seulement défendent des valeurs de solidarité, mais défendons une approche d'un État social fort, avec des moyens. Nous défendons l'intérêt général contre l'intérêt privé. Et pour éclairer les décisions politiques dans ce sens-là, nous nous appuyons sur des données rationnelles, voilà, dans le cadre de l'esprit des Lumières et la manière de penser le réel au travers de données de la science qui permettent de guider des décisions. Et donc, c'est vraiment tout ça qui est remis en question, entre autres. Et donc, c'est réellement une forme d'obscurantisme qui est entretenue par une caste politique qui assume complètement de créer les conditions de cet obscurantisme. Alors, ça a été rappelé par Marc sur les modalités du parcours de cette fameuse loi du plomb qui en permanence a chanté la possibilité pour des acteurs de la science, de la recherche ou autres
crédibles, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et on pourra revenir sur la question de la surproduction de données dans le cadre de logique de production de ce qu'on appelle du doute, pour créer les conditions d'une difficulté d'analyse scientifique de certaines réalités. La question de l'obscurantisme a été entretenue par les modalités du parcours de la loi, que ce soit en commission mixte paritaire, comme vous le savez, qui a permis de shunter le Parlement, que ce soit au travers d'auditions où les plus grands spécialistes n'ont pas forcément été entendus, notamment sur les questions de santé publique. Mais ça a été aussi une tentative plus ou moins avortée, au travers de la loi du plomb, de shunter les agences réglementaires, et notamment l'ANSES. Il y avait initialement, dans le premier texte, la possibilité de shunter l'ANSES en créant ce qu'on appelle un comité de décision, un truc comme ça, qui aurait permis à un groupe d'individus, essentiellement des lobbies du phytosanitaire, du monde agricole, plutôt tendance FNSA bien sûr, de conseiller le ou la ministre de l'Agriculture sur la nécessité de pouvoir utiliser tel ou tel pesticide dans un contexte exceptionnel. Voilà. Et donc, sans prendre l'avis de l'ANSES. Donc, il faut imaginer qu'ils ont osé pouvoir créer les conditions de shunter une agence réglementaire pour pouvoir permettre à des groupes d'individus qui ne sont pas forcément des scientifiques, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de notions scientifiques, mais qui ne sont pas des scientifiques, de pouvoir conseiller la décision publique. Donc c'est vraiment une manière d'entretenir ce que j'appelle une forme d'obscurantisme, et puis surtout de créer les conditions, comme le rappelaient Stéphane Foucard et Marc, d'une atteinte en règle contre la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, que ce soit en remettant en question les ONG, les acteurs qui les portent, les chercheurs, qui alimentent au fond, au travers de données scientifiques, des controverses constructives dans des espaces démocratiques, eh bien, leur couper les financements, les décrédibiliser, c'est créer les conditions d'une baisse de contradictions, de diversité de points de vue, et donc c'est altérer la démocratie dans des contextes où on le voit bien, que ce soit chez Trump, que ce soit chez Meloni en Italie, que ce soit chez Orban en Hongrie, et demain peut-être avec Le Pen, l'idée de nous amener vers des régimes illibéraux où, on va dire, les corps intermédiaires ont qu'à fermer leur bouche dès lors qu'ils n'ont pas dans le sens de l'intérêt des lobbyistes qui tiennent le pouvoir. Merci à tous les deux pour votre analyse. Je pense que vous avez bien rappelé que cette loi et tout ce qui gravite autour, c'est à la fois une aberration écologique et sanitaire, mais surtout démocratique. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'enjeux démocratiques sans parler de connaissances, et notamment ce qu'on nous dit, comment on nous informe nous. Je parlais du rapport de l'ANSES en introduction. C'est vrai qu'on aime bien nous dire que la population ne peut pas trop prendre part à ces débats-là parce que c'est scientifique, c'est technique, on ne comprend pas trop. Finalement, nous, en tant que population, qu'est-ce qu'on doit savoir ? C'est quoi aujourd'hui les effets avérés des pesticides sur la santé des enfants ? Alors, si tu me permets, Charlotte, juste pour repréciser quelques chiffres, je pense que c'est intéressant. Il y a 400 à 450 substances actives, donc pesticides, des molécules qui sont actives, qui sont utilisées en France, dans le monde. Donc ça fait 3000 produits phytosanitaires qui sont différents. Alors, il faut bien voir que dans les produits phytosanitaires, on mélange avec d'autres molécules, ce qu'on appelle les coformulants, qui vont permettre une meilleure diffusion des substances actives, solvants, etc., qui peuvent être toxiques, mais qui ne sont jamais testés. On teste les molécules, les substances actives seules. Donc elles ne sont pas testées. Elles ne sont pas testées d'ailleurs sur de longues périodes aussi. Donc ça, c'est des biais aussi dans l'évaluation des pesticides. En moyenne, les agriculteurs utilisent entre 5 et 12 substances différentes pour les cultures. Le maïs, 5 à 8 pesticides. Le plus, c'est la vigne, 8 à 12, ou la culture des pommes et des poires, 8 à 15 pesticides qui sont utilisés, qui sont mélangés. Alors, il faut bien voir que on n'a aucune donnée toxicologique, ou très peu, sur la toxicité chronique, pas sur les coformulants, comme j'ai dit, et on ne connaît pas les effets cocktails. C'est-à-dire, quel est l'effet toxique de ces molécules lorsqu'elles sont associées ? Juste aussi, pour préciser un petit peu le paysage, il y a 4 grands conglomérats qui produisent des phytosanitaires dans le monde, BASF, Bayer, Syngenta, qui est devenu ChemChina, et Corteva, qui font 2/3 du marché. Et c'est un marché énorme. Ça représente 53 milliards de chiffre d'affaires annuel. Rien qu'en Europe, c'est 12 milliards de chiffre d'affaires. Et la France,
En termes de vente, ça représente 3 milliards d'euros de vente et d'achat de pesticides. Donc c'est un quart de tout ce qui est vendu et acheté au niveau de la communauté européenne. Donc autant vous dire qu'on est des très gros acheteurs et vendeurs de pesticides. Ces 4 grands conglomérats dépensent chaque année 10 millions pour le lobbying. 10 millions d'euros pour le lobbying. C'est vous dire la force financière qu'ils peuvent avoir. En 2022, la France a épandu 68 tonnes de pesticides. Alors je crois que je suis peut-être un tout petit peu, il me semble que c'est 68 000 tonnes, mais bon, revoir les chiffres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est parmi les plus gros consommateurs en valeur absolue de l'Union européenne, et on se situe très très bien dans le top mondial. Donc la France est un très gros utilisateur de pesticides. Et donc par rapport à ta question, Charlotte, je m'excuse, je voulais juste préciser ça parce que c'est important qu'on sache ce que ça représente. C'était concernant les enfants, oui. C'est-à-dire les effets avérés des pesticides sur la santé des enfants. Alors rapidement, sans trop rentrer dans le jargon, mais qu'est-ce qu'on doit savoir, nous? Alors, on sait beaucoup de choses. Il faut voir qu'en France, on a une expertise qui a été faite par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui s'appelle l'INSERM, qui a publié 2 rapports d'expertise collective en 2013 et en 2021. Et donc, qui fait une analyse de toutes les pathologies qui sont associées à l'exposition aux pesticides, avec des niveaux de faible ou forte présomption. Pour les enfants, on est sûr avec une forte présomption que l'exposition aux pesticides est associée à des cancers, essentiellement des leucémies, à des tumeurs du système nerveux. Donc là, les données sont très très probantes, et aussi à d'autres pathologies, en particulier des troubles du neurodéveloppement. Donc troubles de l'attention, troubles du spectre autistique, etc. Donc là, les données, elles sont extrêmement probantes, hein, et elles font partie d'une expertise collective de l'INSERM. Je suis même parfois effaré quand je peux lire qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, que les données épidémiologiques ne sont pas suffisamment fortes. Il faut bien voir qu'en épidémiologie, une forte présomption, ça veut dire qu'on a colligé une très grande partie de la littérature, que les spécialistes se sont réunis et qu'ils estiment que le risque entre l'exposition à une molécule et le développement d'une pathologie est très fort. Et puisqu'on parlait de construction du doute, et Jean-François en parlait, mais ça fait partie des éléments qu'on retrouve chez ceux qui construisent du doute, qui est de dire on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'a pas suffisamment de preuves, c'est pas causal, etc. Il faut bien voir que quand on a colligé autant d'éléments et que les faisceaux sont aussi forts, on peut concevoir que le lien est un lien qui est avéré. La causalité, après, c'est autre chose. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir le plus d'éléments possible. On pourra revenir sur la manière dont on évalue les pesticides aussi, mais on ne peut pas faire la même chose que pour les médicaments, pour les pesticides. On ne peut pas faire de tests en double aveugle, etc. Donc on est obligé de faire une forme d'épidémiologie descriptive sur laquelle on pourra revenir. Oui, mais comme le disait Marc, hein, les corrélations entre certaines pathologies, d'ailleurs pas que chez les enfants, hein, chez les adultes aussi, a été mis en évidence par différents rapports, que ce soit des cancers de la prostate, que ce soit des cancers du sein, des lymphomes, des myélomes, des leucémies aussi, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, évidemment, même si les enfants sont plus à risque, notamment du fait d'exposition des parents, d'ailleurs, parfois même avant la conception de l'enfant. Il faut avoir en tête qu'il y a aussi des formes de transmission qui peuvent aussi sauter des générations sur certaines molécules. Et puis, évidemment, des troubles du neurodéveloppement, des troubles du spectre autistique. Et on a même des enquêtes, Marc, tu confirmeras, en tout cas, c'est à l'époque où j'avais travaillé sur ça, qui montre une corrélation entre la distance entre le lieu de vie et le lieu d'épandage qui a une plus forte incidence sur le risque notamment du spectre autistique. Et plus vous habitez proche d'une zone d'épandage, ça se compte même en mètres, et plus vous êtes à risque d'avoir des maladies, notamment du trouble du spectre autistique. Et d'ailleurs, ce qui est assez dramatique, c'est que il y a une régulation, vous savez, qui est mise en place et qui explique qu'on peut pas, on peut sulfater des pesticides, mais en respectant des zones tampons de 10 mètres, 20 mètres, alors même que de nombreux pesticides, on le sait,
sont volatiles, sont actifs à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Hein, et même quand vous habitez dans Paris, vous pouvez être impacté par des sprayages de pesticides qui se font en banlieue ou à plusieurs centaines de kilomètres du fait des vents. On sait que des pesticides sont actifs plusieurs heures, voire plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc il y a même certains pesticides qui sont interdits depuis longtemps, mais qui sont toujours actifs et retrouvés dans la nature et qui donc nous exposent. Et donc, on voit bien que les corrélations sont fortes entre les pesticides et les enjeux de santé publique, et que les mesures aujourd'hui qui sont mises en avant pour protéger les riverains et même les agriculteurs sont largement insuffisantes. Le phytosanitaire nous explique que c'est de la responsabilité des agriculteurs de se protéger. On voit bien la logique de transfert de responsabilité de ceux qui produisent ces poisons vers ceux qui les utilisent, alors même qu'on sait parfaitement, quand on connaît un peu le monde agricole, que mettre des combinaisons, des gants quand il fait 50 degrés en permanence, parce que vous devez courir entre vos bêtes, vos champs et différentes activités, que c'est dans la vraie vie, c'est pas évident de se protéger concrètement de ces poisons. Donc il y a cette idée que les corrélations existent, qu'elles ne sont pas prises en compte, et que les mesures mises en avant par les agences réglementaires, par les politiques, sont largement insuffisantes, que ce soit en termes de distance de protection des riverains vis-à-vis des sprayages, ou que ce soit vis-à-vis des moyens mis en avant pour les agriculteurs pour se protéger. Peut-être l'autre point, avant d'avancer sur d'autres questions, mais on ne l'a pas évoqué, mais sur les autorisations de mise sur le marché, il y a en tête que les données qui permettent à la puissance publique de tolérer la mise sur le marché de produits phyto, elles sont essentiellement produites par les laboratoires phyto eux-mêmes, quoi. Depuis les années 80, on s'inscrit dans ce que les données des laboratoires phyto veulent bien nous apporter, et on voit bien d'ailleurs de fait qu'il y a des sélections dans les projets de recherche bien avant par les entreprises phyto pour pas finalement se mettre trop en difficulté. On sait que c'est moins de 20-15% du potentiel cancérigène des produits phytosanitaires qui sont étudiés aujourd'hui. Donc en fait, la plupart des produits qu'on met sur le marché, on ne connaît pas leurs effets, soit les effets cocktails comme le disait Marc, mais que ce soit de nombreux autres effets. On s'en rend compte au bout de 5-10 ans, lorsqu'on commence à avoir des gens qui sont malades, lorsque l'épidémiologie clinique commence à donner quelques signes évocateurs, et à partir de ce moment-là, on se dit ah, ok, très bien, on va arrêter le pesticide parce qu'il est dangereux, mais entre-temps, il y en a 50 qui ont été mis sur le marché, et comme ça, c'est la loi du marché qui entretient le cycle de mise sur le marché de ces produits toxiques, c'est pas la présomption d'innocence et la santé publique qui est mise en avant. Donc c'est dans ce modèle-là que l'on fonctionne, et évidemment il y a beaucoup à dire, on va le développer, je pense, sur le manque de données, il me semble, notamment épidémiologiques, et aussi les insuffisances de moyens pour pouvoir faire des enquêtes environnementales de qualité. Justement, je vous laisse continuer là-dessus. Qu'est-ce qui nous manque finalement en France aujourd'hui pour qu'on ait un véritable suivi épidémiologique des cancers, et notamment des cancers pédiatriques, parce que c'est censé être le cœur de notre débat aujourd'hui? Est-ce que je peux juste... Ce que tu me permets, Charlotte? Oui. Je m'excuse. Hein. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Jean-François, c'est tout à fait exact. Il y a une étude qui a été publiée par une équipe de l'INSERM qui montre que dans un rayon de 1 km autour des vignes, il y avait un excès de risque de leucémie chez les enfants. 5-10%, c'est pas énorme, mais enfin, c'est trop de cancer déjà, 5-10%. Et c'est directement corrélé à la densité des vignes. Donc on a ces éléments et ces études épidémiologiques. J'en profite pour ajouter qu'il y a une étude qu'on attend impatiemment qui s'appelle Pestirive, qui vise à mesurer l'effet des pesticides sur les riverains. C'est une étude qui devait être publiée en 2024, une étude de santé publique, et elle a été retenue. C'est étrange, elle a été retenue en attendant que la loi du plomb soit votée. Et a priori, d'après les rumeurs qui filtrent, les résultats ne seraient pas très très bons. Donc on attend évidemment impatiemment les résultats de cette étude. Par rapport à ce que disait Jean-François, c'est vrai qu'on a parlé des cancers pédiatriques, mais les cancers de l'adulte, on sait, lymphome, myélome, cancer de la prostate. Donc ça, c'est très clair, forte présomption. Et pour les maladies, des maladies neurodégénératives, surtout la maladie de Parkinson, là il y a guère de doute maintenant, de l'association entre
l'exposition à différents types de pesticides et cette maladie, qui est une maladie qui progresse régulièrement, dans la science progresse régulièrement en France. L'autre élément qu'évoquait Jean-François, c'est l'imprégnation, c'est-à-dire le fait qu'on puisse retrouver des pesticides dans notre corps. Donc si on fait des dosages, aussi bien si on regarde dans les cheveux, si on regarde dans le sang, si on regarde dans le lait maternel. Donc il y a des études qui ont été faites par Santé publique France, c'est une étude d'imprégnation qui s'appelle Esteban, et c'est quand même extrêmement révélateur. Il y a des pesticides qu'on retrouve dans quasiment toute la population. Alors il y a différentes classes de pesticides, en l'occurrence ce qu'on appelle organophosphorés, pyréthrinoïdes. Donc je t'avais promis que je dirais pas des. Enfin bon, on retrouve ces molécules. Plus grave encore, on retrouve des pesticides dans les liquides biologiques ou dans les tissus, des pesticides qui ont été interdits depuis longtemps, comme le lindane. Donc l'idée complètement erronée qui serait que si un pesticide est dangereux, on appuie sur un bouton, on le retire et le problème est résolu. Mais non, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Les molécules, elles restent, elles s'accumulent dans les sols, elles peuvent s'accumuler dans l'eau, elles s'accumulent dans le corps, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Et quand on utilise des pesticides, on en retrouve les traces pendant très très longtemps. Un des exemples classiques, c'est le DDT. Le DDT, donc, qui est un pesticide organochloré, comme vous le savez, qui a utilisé larga manu après la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre le typhus, contre le paludisme, qui était extrêmement utile, mais qui a posé d'énormes problèmes de santé et pour l'environnement. Vous savez, le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, c'est essentiellement une étude des effets du DDT. Et on s'est rendu compte après que, en fait, les femmes qui étaient enceintes et qui avaient été exposées au DDT, leurs enfants, et donc les jeunes femmes qui sont nées, donc les filles qui sont nées alors que leur maman avait été exposée au DDT, avaient un risque 4 à 5 fois plus élevé de développer un cancer du sein. Donc ça, il a fallu des études épidémiologiques, mais ça, on a pu le montrer a posteriori. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir présent à l'esprit. Moi, quand je suis aussi sidéré quand j'entends ça, l'acétamipride, dans 3 ans, on se revoit, puis s'il s'avère que les risques sont trop importants, on le retire. Mais pendant 3 ans, on aura exposé la population. On aura exposé d'abord qui? Les agriculteurs, leurs familles, les riverains, d'abord en premier lieu. Et quand je dis les agriculteurs, je suis très limitatif. Il faut bien voir que ceux qui entretiennent les espaces verts, les fleuristes, vous avez entendu aussi le cas pour les fleuristes, aussi les cheminots qui entretiennent les voies de la SNCF, toutes ces personnes sont exposées aux pesticides. Et donc, moi, je suis quand même effaré quand j'entends ces discours laxistes qui est si c'est dangereux, on retire. Non, on ne retire pas dans la vie, ça se passe pas dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Bon, après, tu nous parlais des. Peut-être je te laisse, Jean-François, tu nous parlais des registres. Oui, là, sur qu'est-ce qui manque en France aujourd'hui, je dirais il manque la base, quoi. Il manque la base pour pouvoir développer des politiques de santé publique qui soient adaptées à la réalité. Et la base, c'est de connaître la situation épidémiologique réelle et de savoir de quoi on est malade et de quoi on meurt aujourd'hui en France. Et donc ça passe notamment par différentes méthodes, dont les registres notamment de différentes maladies et spécifiquement, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, sur les registres de cancer, notamment pédiatriques. J'ai travaillé sur le cluster de cancer pédiatrique de Sainte-Pazanne, à côté de Nantes. J'ai fait un film qui s'appelle Contrepoison, un combat citoyen. Peut-être on en parlera plus spécifiquement, parce que je sais aussi que Charlotte, tu as travaillé sur ce contexte. Il y a plusieurs clusters en France. Aujourd'hui à Saint-Rogatien, vous le savez, à côté de La Rochelle, il y a 3 clusters actifs. Il y en a dans le Jura. Celui de Sainte-Pazanne est un peu éteint aujourd'hui, même si on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas quelques cas sur lesquels on n'est pas informé. Et en fait, ces registres, ils ne sont présents que dans une vingtaine de départements en France. Et donc, on fait des projections d'environ 2500 cas par an de cancer pédiatrique, 500 décès, mais ce sont des extrapolations sur la base de quelques registres, voilà, une vingtaine par rapport aux 100, aux 101, aux 102, je ne sais plus, 101 départements en France. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans ces conditions épidémiologiques, en fait, on n'est pas en capacité, le système de veille sanitaire n'est pas en capacité de révéler par lui-même les clusters. En général, les clusters, c'est pas l'ARS qui le met en avant ou la veille sanitaire, c'est les familles qui, à un moment donné, se retrouvent aux urgences en disant « Tiens, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ton gamin est malade, le mien aussi, ah, mais c'est bizarre. » C'est ce qui s'est passé avec Marie Thibault, qui a créé l'association Stop au cancer de nos enfants malades à Sainte-Pazanne, et qui elle-même a fait son
son enquête localement pour se rendre compte qu'il y avait des dizaines de cas d'enfants malades de leucémie, de tumeurs cérébrales. Et entre 2015 et 2020, c'est plus de 26-27 cas, dont 7 enfants qui sont morts. Et si ce n'était pas elle qui mettait en évidence et qui avait alerté la Santé publique France et l'Institut de veille sanitaire, notamment tous les organismes qui travaillent sur l'épidémiologie, eh bien, on serait passé à côté du cluster. Et c'est comme ça aussi pour Saint-Rogatien, et c'est aussi comme ça pour ce qui s'est passé dans le Jura. Donc, il y a le premier niveau qui est d'avoir des données objectives sur la réalité de ce dont on est malade, de ce dont on meurt. Et c'est possible de le faire. Enfin, dans les pays scandinaves, on des registres, donc c'est faisable. Et puis, vous et moi, vous avez vécu l'épisode du Covid, chacun à différents niveaux. Moi aussi en tant que soignant, et je sais qu'il y a des collègues infirmières, médecins dans la salle aussi. On a vu comment, dans un contexte chaotique, certes, au départ, on a pu rapidement créer les conditions d'une carte sanitaire. On était capable de calculer la prévalence et l'incidence, c'est-à-dire la vitesse de propagation d'une épidémie, et cartographier la métropole pour savoir où il y avait lieu les cas de Covid, à quel moment, presque à quelle heure, et c'était millimétré. Donc c'est possible de le faire, on a les outils pour le faire. Mais aujourd'hui, on a l'impression, alors je ne veux pas faire de parano, mais quand même que tout n'est pas mis en œuvre pour avoir des données fiables, épidémiologiques, sur la réalité de ce dont on est atteint. Et en fait, c'est vrai que quand il n'y a pas de données, il n'y a pas de problème, en fait. C'est ça la question. Donc, il peut imaginer que ça peut arranger pas mal d'acteurs de ne pas en savoir davantage. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, et c'est dans l'esprit d'une régression démocratique, des pratiques pseudo-mafieuses qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont, dans un cadre de discussion parlementaire, de temporiser sur la sortie d'un rapport, comme celui que tu as évoqué, qui aurait pu éclairer la décision publique autour de la loi du plomb, mais qui n'est pas sorti, simplement parce qu'on imagine que les chiffres ne sont pas bons. Ça me rappelle, je fais une petite digression, mais la question de l'aide médicale d'État pour les personnes en situation administrative précaire. Il y a eu de nombreux débats sur Sarkozy. Enfin, chaque année, tout le monde revient sur les questions migratoires, parce que on voit l'instrumentalisation qui en est faite, mais il y a eu des débats autour de fallait-il rendre payant l'aide médicale d'État ou pas. Il y avait des rapports qui ont été faits par l'IGAS, l'IGF, donc l'Inspection générale des finances, qui ont montré que si on rendait payant l'AME, ça allait retarder encore davantage l'accès aux soins, retarder leur accès, et au final, c'était une mauvaise mesure de santé publique. Et ben, ce rapport, il est sorti 6 mois après les débats qui avaient eu lieu à l'époque de Sarkozy. Donc on voit que ces pratiques on va dire, de mise de côté de données scientifiques pour laisser la place à des convictions plus ou moins obscures dans le champ du politique et pour guider la décision politique, c'est des pratiques qui sont réelles. Donc, pour revenir sur ta question, la question des registres et donc connaître la réalité épidémiologique d'un territoire, ça manque et c'est quand même la base. Et le deuxième niveau, dans le cadre notamment, si on parle des cancers pédiatriques, mais des cancers liés à l'environnement, parce qu'il y a en tête que 90% des cancers, notamment pédiatriques, sont liés à des facteurs toxiques environnementaux, ainsi que 10% qui sont liés à des facteurs génétiques. Et bien pour ça, pour essayer de documenter cette complexité, notamment en lien avec l'effet cocktail que tu rappelais, c'est-à-dire une accumulation de plusieurs molécules, parfois même des molécules dont on accepte qu'elle ait un seuil infra-présente, mais dont on sait qu'elle sera potentialisée par d'autres molécules, même si elles ont des seuils infra-réglementaires, eh bien, on n'a pas aujourd'hui les moyens dans les agences réglementaires ou les agences qui travaillent sur les questions de santé publique, et on n'a pas la puissance épidémiologique, les outils pour pouvoir documenter cette réalité des effets cocktails. Et donc, on n'a pas la capacité de mener à bien des enquêtes environnementales pour comprendre la complexité multifactorielle des pathologies et pour pouvoir agir dessus. Et donc, c'est une grande défaillance en matière de politique publique et de santé. Marc, rapidement, parce que leur... Très vite, alors d'accord. Juste parce que, comme ça revient très souvent dans les argumentaires, c'est un rapport avec ce que dit Jean-François, il faut vraiment différencier la science réglementaire et la science académique. Ce n'est pas la même chose. Donc la science qui est faite par les agences, comme l'ANSES ou par l'EFSA, dans lesquelles siègent des experts scientifiques, des gens qui sont vraiment de haut niveau, ces agences prennent en compte
aussi les données des industriels. Mais il faut bien voir que les données des industriels, vous n'y aurez pas accès, hein, et on n'y aura pas accès puisqu'elles sont protégées par les brevets. Donc, pour prendre leurs décisions, ils s'appuient sur des données auxquelles les citoyens n'ont pas connaissance. Et ces données, qui sont fournies par les industriels, on peut imaginer qu'elles sont de qualité, mais on peut aussi imaginer que les industriels fournissent des données qui vont favoriser la mise sur le marché de leurs produits. Et la science académique ne fonctionne pas du tout de la même manière. Quand on est amené à soumettre un article scientifique à un journal, on est revu par ce qu'on appelle des pairs, c'est-à-dire des scientifiques qui appartiennent au même monde que vous et qui peuvent évaluer l'article. Donc c'est une science complètement différente. Et quand j'entends dire que parce que l'EFSA ou l'ANSES ont décidé que ces molécules n'étaient pas dangereuses, en fait la science a tranché, non, c'est pas vrai. Il y a une différence entre la science académique et la science réglementaire. Et il y a des données qui sont prises en compte par l'EFSA et l'ANSES qui ne sont pas prises en compte par les scientifiques et auxquelles on n'a pas accès. Je vous propose qu'on passe aux pistes d'action pour les 10 dernières minutes, en revenant notamment sur l'exemple de Sainte-Pazanne que tu as évoqué, Jean-François. C'était effectivement ma première grosse enquête en tant que journaliste il y a quelques années, ça m'avait bouleversée. Et notamment, ce qui m'avait sidérée, alors tu l'as un peu évoqué, c'était Marie Thibault qui me disait que parfois, elle avait des réunions avec l'Agence régionale de santé, avec l'ARS, qui lui disait en off, nous, on ne peut rien faire, mais vous, en tant que citoyen, continuez à enquêter. C'est assez vertigineux, ça veut dire que on dirait que les cartes sont entre nos mains à nous. Est-ce que vraiment, nous, on a des outils pour agir ? Alors c'est une question qui est difficile, mais je pense concrètement que oui, à l'échelle de nos territoires, on a la possibilité d'agir via différents mécanismes, étant entendu que on voit hyper noyauté au niveau européen et avec la place de lobby qui est extrêmement fort et qui arrive à faire la pluie et le beau temps sur des décisions politiques qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. On voit aussi qu'au niveau national, si je parle de la France, au travers de la loi du plomb, eh bien, c'est quand même pas évident, même si l'expression populaire, au travers de la pétition, on montre un intérêt pour ces sujets, c'est pas évident que la décision publique aille dans le sens de l'intérêt général. Et de fait, la loi a été promulguée, même si cet amiprid et les 3 nicotinoïdes concernés ont été mis de côté temporairement, parce qu'on l'a rappelé, M. Duplon s'apprête possiblement à essayer de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel, c'est ça, pour potentiellement remettre la loi sur la table. Mais au niveau territorial, oui, il y a, je pense, plusieurs choses possibles à faire. Si on parle du champ de la santé publique, on l'a vu au moment du Covid, et on le sait à travers l'analyse, des analyses sociologiques, comportementales, dans le cadre d'épidémies sur lesquelles moi j'ai été amené à travailler à travers mon activité, que ce soit de choléra, que ce soit en Haïti ou ailleurs, sur différentes pathologies hémorragiques, que ce soit le VIH ou autre. La population a son rôle à jouer dans la lutte contre les épidémies. Et chacun peut prendre sa part. Et d'ailleurs, on voit lorsqu'il y a une défiance forte entre les autorités politiques et la population civile, lorsqu'il y a un manque de confiance, et bien souvent, ça se traduit par des échecs de politique publique. Donc, le niveau du politique doit considérer aussi les savoirs profanes, les pratiques des sociétés civiles, et les sociétés civiles doivent pouvoir aussi s'emparer de leviers d'action. Ce qui est intéressant sur l'exemple de Sainte-Pazanne et de l'association Stop au cancer de nos enfants malades créée par Marie Thibault, donc qui est une maman dont l'enfant est malade, mais lui a été guéri, ça a été de dire ok, vous nous expliquez que circuler, il n'y a rien à voir, nos gamins ils tombent malades, c'est la faute à pas de chance, et puis c'est normal, vous êtes triste, et vous êtes dans le pathos parce que vos enfants meurent, mais en fait c'est comme ça, c'est le destin. Et évidemment, elles n'ont pas du tout supporté cette approche-là. Ils sont créés en association. Et puis, ils ont réfléchi à la manière de pouvoir documenter justement la réalité épidémiologique de leur territoire en lien avec des problématiques objectivées, et notamment des problématiques de santé en lien avec les cancers pédiatriques. Et ils se sont fondés sur l'exemple de l'Institut citoyen de Fos-sur-Mer, qui est un institut qui a été créé il y a plusieurs années, avec un mode de gouvernance qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il met autour de la table des patients, parce qu'il s'agit d'enjeux de santé publique, des associations de malades, des associations locales, de riverains, et aussi des élus, et aussi des pollueurs,
potentiels, des entreprises notamment. Parce qu'évidemment, beaucoup d'acteurs locaux, y compris la société civile, ont bien intégré que sur certains de leurs territoires, s'il y avait des entreprises qui polluaient, l'enjeu n'était pas forcément de les fermer du jour au lendemain et que tout le monde se retrouve au chômage, mais d'essayer d'atténuer les facteurs de pollution pour espérer vivre dans un meilleur environnement. Et donc cette association, sur Fos-sur-Mer, elle, ce mode de gouvernance crée les conditions de pouvoir, avec des financements locaux, mener des enquêtes sur les problèmes de santé de leur territoire. Et c'est ce qu'a fait l'association Stop au cancer nos malades. Ils ont été à l'initiative, et ça a été créé l'année dernière, cet institut citoyen, qui regroupe, comme je vous le disais, des élus locaux, des communes, de la région, du département, des associations de soignants, de malades, des soignants aussi sont intégrés dans le dispositif, et aussi on espère et on essaie de faire venir, ils essaient de faire venir des acteurs du monde agricole, voilà, pour pouvoir ensemble, collectivement, poser un constat, juste ça, quoi, des problèmes de santé de leur territoire. Après, on est d'accord ou pas sur l'origine, mais au moins on pose un constat commun et on finance des enquêtes en lien avec les problématiques de santé locales. Et donc, c'est très intéressant parce que dans ces conditions-là, vous n'attendez pas que Bruxelles ou que Paris décident s'il faut documenter ou pas des enjeux sur votre territoire. Alors, évidemment, c'est effarant de considérer que l'ARS, l'Agence régionale de santé, et les ARS au global n'aient pas plus de moyens pour pouvoir évoquer, enfin en tout cas faire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire documenter la réalité, faire des enquêtes sur des effets cocktails ou autres. Mais c'est une manière pour les acteurs locaux de se prendre en main. Quand je dis acteurs locaux, c'est aussi élus locaux qui financent, c'est aussi ceux qui sont potentiellement les pollueurs. Et quand on parle d'exposome, on parle certes de pesticides, mais vous savez que les ondes électromagnétiques de basse fréquence, les hydrocarbures, il y a tout un faisceau d'exposomes qui sont à l'origine de facteurs de risque cancérigènes. Et encore une fois, on a parlé que de pesticides, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui nous environnent et qui sont des facteurs de risque de cancer. Donc voilà, l'Institut éco-citoyen, il y en a un autre qui est en train de se monter dans la vallée du Mont-Blanc, dans plusieurs villes, j'ai plus en tête, et c'est vraiment un moyen de faire vivre une forme de démocratie sanitaire en impliquant les usagers, les ayants droit, les acteurs locaux. Alors l'enjeu, c'est de faire en sorte que les ARS intègrent aussi ces dispositifs. On a vu à Sainte-Pazanne que ce n'était pas forcément évident initialement, parce que malheureusement, aujourd'hui, au lieu de se réjouir du savoir profane, d'intégrer les dynamiques de société civile, on a encore un État hyper jacobin qui considère que c'est une forme de perte de pouvoir que d'avoir ce genre d'institut, alors que ça devrait être considéré comme l'inverse. Eh bien, voilà, ces instituts essaient de fédérer autour d'eux tout un tas d'acteurs pour pouvoir documenter leur réalité et avoir un impact médical, social, culturel sur leur propre environnement. Tu voulais rebondir, je t'ai vu écrire à toute vitesse. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Non, par rapport à ce qu'a dit Jean-François, non, je me préparais plutôt à la conclusion, parce que comme je vois que le temps passe... Effectivement, je vous laisse donc 5 minutes pour conclure, notamment si vous voulez parler des mesures urgentes donc, qui sont à mettre en place, et s'il y a des États dont on peut s'inspirer, ou ce que tu avais en tête, Marc. Alors, merci Charlotte. Moi j'aimerais déjà revenir sur le titre de cette table ronde. Donc, c'est le scandale des pesticides. Et je pense qu'il faut être très très vigilant sur les mots. Qui dit scandale dit situation exceptionnelle et dit aussi que le système est suffisamment vertueux pour se réformer lui-même. Voilà, il y a un scandale, mais on peut l'identifier et après, on peut y remédier. En fait, je pense que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. La répétition des catastrophes sanitaires, les PFAS, on a parlé du chlordécone, l'amiante, etc., laisse penser que c'est structurel, mais pas du tout un scandale. Donc je pense que le mot scandale, c'est un mot que je ne veux plus employer pour scandale sanitaire, parce que je pense qu'en fait, ça reflète le mode de fonctionnement d'un système. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, je crois que la loi du plomb et la question des pesticides a très clairement illustré les choix qu'on veut faire. Donc là, je pense qu'au cours de ces 2 jours d'université d'été, vous allez aborder ce sujet, mais quel modèle déjà agricole on veut ? Et vous voyez bien que certains syndicats comme la FNSEA sont favorables, soutiennent un modèle qui est un modèle agricole productiviste. On voit très clairement avec la réintroduction de
de pesticides, soutiennent les intrants, soutiennent, etc. Donc, je pense que la question vraiment se pose du modèle agricole et par conséquent du modèle de société. Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie. On ne peut pas traiter la question des pesticides comme une question à part. C'est aussi une question de choix de société. Donc, là, clairement, je pense que les enjeux sont là. Je ne pense pas non plus qu'on pourra faire l'économie de la question du lobbying. Moi, ça me semble absolument inadmissible que des lobbies, qui soient syndicaux en l'occurrence, hein, ou qui soient industriels, puissent intervenir dans les politiques publiques de manière aussi flagrante. Et donc je pense que cette question est une question importante. Là aussi, peut-être que la question du mot, on peut questionner le mot lobby. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment des lobbies ? Ou est-ce que c'est la même logique, pour finir d'État, la même logique qui est celle de soutenir une politique industrielle, et les lobbies ne font que participer à cette logique. Dans ces conditions, peut-être qu'on serait moins surpris, moins offusqué moralement de savoir que effectivement, il y a une forte implication et une forte pression de ces structures industrielles et financières. Hein. C'est avec un poids qui est vraiment très, très important. Après, j'ai mon ami qui est hématologue, Pierre Sujobert, qui a fait une proposition intéressante. Vous savez qu'on a dans notre paysage institutionnel des défenseurs des droits. Alors, il y a un défenseur des droits, c'est d'abord Dominique Baudis, puis après, c'était Jacques Toubon. Et donc qui défendent des droits et qui sont des structures qui sont des personnes indépendantes, qui peuvent enquêter, qui peuvent, etc. Bon, c'est très intéressant parce que Jacques Toubon, vous le savez, c'est un personnage, un homme politique de droite. Et en fait, en devenant défenseur des droits, il s'est mis à soutenir les migrants, il s'est mis à changer. Et donc, il s'est vraiment mis à changer de conception et de vision politique, ce qui a été vraiment très étonnant. Et ça fait partie de ces institutions, en fait, qui, plutôt que de droitiser, gauchisent. Et je pense que défenseur des droits, c'est intéressant. Peut-être qu'on devrait concevoir aussi d'avoir un défenseur des droits pour la santé, un défenseur des droits aussi pour l'environnement, qui permettrait d'intervenir, alors que, bon, pour la santé, les ministres, en l'occurrence, ils ont été quand même très absents, hein, alors qu'ils auraient dû intervenir. C'était vraiment dans leur champ d'action. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aimerais conclure là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, mais que on ne peut pas traiter la question des pesticides en dehors de la question du modèle social qu'on désire. Oui, enfin, c'est difficile de conclure de manière très synthétique, mais on est au cœur d'une bataille, il me semble, qui engage la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, et que tout est lié, évidemment. Qu'on est dans une guerre politique et idéologique, encore une fois, où on fait face à une offensive que j'évoquais tout à l'heure, ultralibérale, voire suprémaciste à plein d'égards. On n'a pas évoqué le fait que l'Europe continue à vendre des pesticides interdits chez elle en Afrique ou dans beaucoup de pays, même s'ils sont cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, hein, ce qui révèle aussi une forme de racisme environnemental, si on peut utiliser ces termes. Donc on est vraiment dans une guerre de valeurs où il faut se battre contre l'obscurantisme qui nous est imposé, il faut défendre l'intérêt général contre l'intérêt privé, et ça se traduit par voilà, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. On n'a pas évoqué ce que tu viens de rappeler, la porosité flagrante entre ce qui relève du milieu public et de la sphère privée, où il n'est pas rare de voir un directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture un jour finir le lendemain au conseil d'administration de Syngenta. Enfin, on est dans le monde réel, hein, et avec aujourd'hui un conseiller de la porte-parole du gouvernement qui vient de la FNSEA. Enfin bon, voilà, on est dans ce monde-là. Donc il faut vraiment aujourd'hui défendre un projet de société, comme tu l'évoquais, défendre des valeurs de solidarité, d'égalité, d'intérêt général, et donc il faut bien voter, quoi. Merci à tous les deux. Est-ce que je m'avance si je dis qu'il reste un peu de temps pour les questions du public ? Personne ne me dit non. Est-ce que vous avez des questions ? Merci de me donner la parole. Vous avez évoqué très rapidement la question des pays du Sud, sachant que, comme vous l'avez dit,
il y a un certain nombre de produits qui sont interdits en Europe et qui continuent d'être fortement utilisés dans les pays du Sud, avec des produits d'ailleurs qui sont réimportés en Europe. Il y a le fameux cas de la fleuriste avec les fleurs venant du Kenya ou d'Ouganda, qui sont très largement consommateurs de pesticides, sans compter aussi, puisque vous avez parlé des questions de documentation, que c'est extrêmement, encore plus que sous-documenté dans les pays du Sud, sachant que pour des tas de raisons, y compris économiques, et que, par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que, encore moins qu'en Europe, il y a les EPI, enfin les équipements de protection individuelle sont inutilisés et que les agriculteurs sont directement exposés aux dangers des pesticides, que les produits, les contenants des pesticides sont réutilisés dans les pays du Sud, pour la boisson, pour la cuisine, etc. Et que par ailleurs, il y a un marché extrêmement important de la réglementation est beaucoup moindre, ouais, et qu'il y a un marché extrêmement important de pesticides importés de Chine, de Turquie, d'Inde, qui sont absolument pas réglementés. Et donc là, il y a une autre bombe à retardement, notamment alors, pour évidemment les industriels, les agriculteurs dans les pays dits du Sud, mais également peut-être pour sensibiliser un peu plus sur les populations du Nord à cette question-là, avec tout ce qui est réimporté des pays du Sud dans le domaine de l'agriculture. Enfin, quand on voit les plantations au Maroc, en Ouganda, au Kenya, etc., il y a beaucoup de choses qui sont réimportées. Et donc là, il y a peut-être aussi quelque chose d'important aussi à faire, et notamment pour protéger à la fois les agriculteurs des pays du Sud, l'importance de documenter ces situations, ça coûte très cher. Vous savez qu'une enquête, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'une enquête épidémiologique, ça coûte très cher. Et puis, pour protéger aussi les populations du Nord des produits réimportés qui sont largement infestés par des sortes de substances. Merci. C'est une question et en même temps vous affirmez des choses qui sont claires, donc je n'ai pas forcément d'avis spécifique à donner autre que ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc par exemple, je reprends l'exemple des opérations de Médecins du Monde sur les questions de santé environnementale, où on a 2 programmes sur lesquels je me suis rendu dernièrement au Népal et en République démocratique du Congo, où on essaie d'accompagner les maraîchers et maraîchères à sortir des produits phyto pourris qu'ils utilisent pour aller vers du bio. La République démocratique du Congo, par exemple, vous le savez, c'est un pays immense avec des zones de conflictualité chronique, que ce soit sur les Kivu, à Goma, Kivu, Nord Kivu, au Sud Kivu, en frontalier du Rwanda. Il y a aussi beaucoup d'autres zones qui sont conflictuelles aussi dans le sud. Et donc, compte tenu de l'étendue du territoire, du conflit, des difficultés à sécuriser les frontières, eh bien oui, vous avez énormément de produits qui rentrent, plus ou moins formellement, et qui sont mis sur le marché et qui sont des bombes, et la plupart sont interdits en Europe. Donc voilà, ces pratiques, en tout cas formelles européennes, elles sont reconnues, documentées. Il y a un article dans Le Monde qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ça, qui rappelle ces pratiques qui, de mon point de vue, comme j'évoquais tout à l'heure, relèvent d'une forme de racisme environnemental, ou de suprémacisme environnemental, employez-le comme vous voulez, mais évidemment qui non seulement envoie une mauvaise image en termes de moralité de nos producteurs de phyto européens, mais qui aussi mettent en danger non seulement les citoyens des pays concernés, mais comme vous l'avez évoqué, les pays du Nord, puisque beaucoup de produits reviennent, en tout cas au travers de cultures qu'on achète et qui ne sont pas forcément sécurisées. Et ça fait partie, je crois d'ailleurs, de certains aspects, tu me diras Marc,
de la loi du plomb, qui était censé aussi assurer une réglementation plus poussée de produits qui viendraient de l'extérieur de la France, mais qui auraient bénéficié des néonicotinoïdes interdits chez nous. Et de fait, c'est vrai, beaucoup d'autres pays européens l'utilisent, avec des réglementations qui sont beaucoup plus souples. Et d'ailleurs, peut-être pour finir sur ça, il y a quand même pas mal de contradicteurs, en tout cas des gens qui plutôt soutenaient la loi, qui expliquaient, oui, regardez, en fait, nous, on s'interdit beaucoup de choses. En Europe, les néonicotinoïdes sont utilisés, donc vraiment, on se tire une balle dans le pied. Et puis, c'était bon de leur rappeler, comme certains l'ont fait, alors je ne sais pas si c'est toi ou d'autres chercheurs, qui ont pris l'image, notamment de l'amiante en disant, mais voyez, aujourd'hui, peut-être qu'est-ce que vous diriez si on se disait, ben voilà, en fait, on est un peu en difficulté, ça coûte cher le bois avec la guerre en Ukraine et compagnie, ben on va refaire des bâtiments en amiante, hein, parce que quand même, ça marchait bien, même si on sait que ça engendre le mésothélium et cancer du poumon. Voilà, on en est à ce point-là aujourd'hui, c'est un peu cette image que je trouvais intéressante entre réutiliser l'amiante pour les bâtiments alors qu'elle est interdite, réutiliser les nicotinoïdes alors qu'ils sont dangereux et interdits, mais bon, on se permet de le faire sous prétexte qu'il y a une niche agricole qui a besoin de ça. Voilà, on en est à ce point-là de devoir se battre pour défendre en fait les droits fondamentaux et notamment celui de vivre dans un environnement sain. Alors Charlotte m'a dit qu'il fallait que je sois très rapide, donc votre question elle est absolument essentielle, monsieur. C'est une question majeure. D'injustice environnementale, de dumping environnemental. Juste un exemple très récent. On a trouvé que près de Lyon, dans une usine de BASF, on produisait un insecticide avec une molécule qui est interdite en France. Donc cette molécule était importée d'Inde. Et donc, dans cette usine près de Lyon, on fabriquait un pesticide qui est évidemment interdit sur le sol français et qu'on exportait après. Donc cette entreprise, après, exporte. Et donc c'est exactement le type de circuit là, dont vous parliez qui pose des problèmes graves, hein, je veux dire, en termes de réglementation et d'exposition des populations, en particulier dans le sud, qui peuvent être beaucoup moins protégées. Donc c'est une vraie question absolument essentielle. BASF, par ailleurs, dit qu'elle suit la réglementation, donc ça, on verra, mais je pense que c'est exactement le genre de situation auquel elle est confrontée. Est-ce qu'il y a encore le temps pour une? Je ne sais pas. Ouais. Bonjour, je m'appelle Simon Vacher, j'ai 24 ans et j'ai été atteint l'année dernière d'un lymphome, donc d'un cancer du sang, stade 4. Et c'était très difficile pour moi d'écouter lorsque vous me parliez de possibles liens, même de liens avérés entre la consommation de pesticides et le cancer du sang. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est que moi, lors de mes traitements et lorsque j'étais en service hématologie, personne ne m'a parlé du moindre lien et je trouve qu'il n'y a aucune sensibilisation. Et moi-même, je demandais à mon hématologue quels sont les liens, quelles sont les origines de mon cancer. Surtout à 24 ans, on peut se poser des questions, que c'est de la malchance. On m'a toujours dit on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Pardon. Donc, vous avez parlé d'un lien avéré entre les pesticides et les cancers du sang, particulièrement les leucémies et les lymphomes. Est-ce que vous pourriez me parler peut-être plus en détail et peut-être même expliquer, si vous savez, les liens, enfin même le mécanisme un peu biologique de comment un cancer peut s'installer à partir de la consommation de pesticides. J'imagine qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte et pas uniquement les pesticides, bien sûr. Mais voilà. Je ne pourrais pas répondre très précisément à la question des mécanismes parce qu'il y a différents types de pesticides et donc comment les pesticides après agissent au niveau cellulaire ou au niveau de l'ADN pour être mutagènes et donc faire que la cellule va devenir tumorale. Là, je pense je déborderai, Charlotte serait certainement pas contente. En revanche, j'aimerais juste... Vous avez absolument raison et ça c'est un point essentiel. Dans les consultations d'annonces, en cancérologie, quasiment jamais, pour des raisons de formation, hein, on ne va pas incriminer les oncologues, hein, mais quasiment jamais, on va vous demander qu'est-ce que vous faisiez comme profession. On va vous dire est-ce que vous fumiez, est-ce que vous buvez, voilà, etc. Est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille? Donc on va essentiellement étudier, faire l'anamnèse sur des comportements individuels et sur des notions d'hérédité, de génétique. Quasiment jamais on demande quelle est votre profession
où viviez-vous? Et donc ça, c'est des questions absolument importantes qu'il va falloir absolument réintroduire dans la consultation d'annonce et dans l'interaction que peut avoir un patient avec l'oncologue. Ça, c'est absolument essentiel. Il y a aujourd'hui des structures, je pense au GISCOP, je ne sais pas, vous connaissez peut-être pas cette structure, mais qui est extrêmement intéressante, qui a été créée par Annie Beaumony. Donc il y a un GISCOP en 93 et dans le Vaucluse, qui ont maintenant cette démarche systématique face au cancer professionnel, évidemment de faire ce qu'ils appellent un cursus laboriste, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un patient, de savoir exactement à quoi il a été confronté au cours de son parcours, et c'est vraiment très important. Donc à votre égard, votre intervention, elle est vraiment très précieuse. Ouais. Oui, rapidement, oui, les GISCOP, c'est vraiment un dispositif très intéressant parce qu'ils mettent autour de la table des médecins, des sociologues de la santé, comme Annie Beaumony, voire des philosophes. On associe sciences dures et, on va dire, et sciences sociales pour mieux comprendre la dynamique aussi de la maladie. Et ça rejoint l'exigence de pouvoir donner aux instances, on va dire, gouvernementales ou paragouvernementales, que ce soit les ARS ou autres, les moyens de pouvoir entrer dans la complexité de l'analyse du réel, et donc de faire des enquêtes environnementales en passant par ces méthodologies-là. Donc ça manque, et les GISCOP sont vraiment, devraient être source d'inspiration pour de nombreux organismes qui documentent la réalité du terrain. Simplement pour dire qu'effectivement, je suis médecin, donc je suis bien placé pour le dire, on n'est pas forcément aidé aussi par tout le corps médical qui reste encore à sensibiliser sur les questions de santé environnementale et de santé planétaire, quoi. Et il y a quand même beaucoup de confrères et de consoeurs qui nous expliquent que c'est de la dope ce qu'on raconte et que, regardez, on soigne mieux les cancers, ce qui est vrai. Et donc, c'est vers ça qu'il faut aller plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi on tombe malade. Une anecdote, il y a 4 ans, on a fait une tribune dans Le Monde avec Marie Thibault, donc la maman qui a monté l'association Stop au cancer des enfants malades, et avec Laurence Huck, qui est toxicologue à l'INRAE, on a fait une tribune justement pour dénoncer le fait que l'État devait considérer l'épidémie de cancer pédiatrique comme une urgence sanitaire, et notamment en développant tout ce que je vous ai rappelé, savoir le besoin d'avoir plus d'épidémiologie clinique, de registres, et plus de moyens en termes d'enquête environnementale, et notamment au travers d'enquêtes participatives avec des acteurs de terrain issus de la société civile. On s'est fait emmerder par la Société française de cancer pédiatrique qui a mis la pression au journal, qui n'était pas content en fait, et qui n'était pas content qu'on explique que en fait, la santé environnementale, ça passait aussi par la prévention et la limitation des risques de cancer. Ça ne remet pas en question le fait que les soignants soignent de plus en plus de cancers, et c'est très bien, il faut continuer la recherche sur la chimiothérapie et d'autres traitements immuno et j'en passe, mais il n'empêche que cela ne doit pas faire l'économie d'une réflexion sur pourquoi on tombe malade et pourquoi on ne devrait pas tomber malade. Enfin, quand on a une chimio, même si on est guéri, l'espérance de vie des gamins, c'est quand même 20 à 30 ans de moins que les autres. C'est des insuffisances cardiaques, respiratoires, rénales. Enfin, c'est tout un tableau clinique qui fait que vous n'avez pas forcément une vie super cool, non seulement pendant votre chimio et ensuite pour le reste de vos jours. Donc, c'est pas cool de tomber malade, même si on a des traitements. Voilà, donc, il y a un gros combat aussi à mener au sein du corps soignant pour les amener à accepter l'idée qu'on peut soigner en prévenant les gens, en prévenant les pathologies. Je crois qu'on arrête, c'est ça? Juste quelle est la différence entre un pesticide et une arme? Aujourd'hui, je pense particulièrement à M. Corti, et peut-on inscrire ce type de scandale dans le cadre de crimes contre l'humanité? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas juriste, je participe à l'autre table ronde où il y aura un juriste, peut-être qu'il pourra répondre, même si on parlera de Gaza, mais on peut parler de tout. Non, mais ça renvoie à la question du non-respect des droits fondamentaux, du droit de vivre dans un environnement sain. Et donc, effectivement, la judiciarisation, on ne l'a pas évoqué, et c'est en ce sens que votre question est très bonne, est un levier aussi des sociétés civiles pour pouvoir dénoncer, alors scandale ou pas, mais en tout cas des questions sanitaires inacceptables. Et donc, par exemple, sur
les cancers pédiatriques de Sainte-Pazanne, le collectif a fait appel à François Laforgue, vous connaissez, qui est un avocat qui, notamment, est celui qui a fait tomber Monsanto en France, et qui aide à pouvoir accéder à des données au sein de la CADA notamment, de centres administratifs, et cela passe par la judiciarisation. Et effectivement, des démarches d'attaque en règle au travers de la mobilisation de la défenseuse des droits. Alors c'est plus tout bon, hein, c'est Claire Hédon aujourd'hui depuis quelques années, hein, même si, comme tu l'as rappelé, il y a eu une transformation assez improbable de Monsieur Toubon, qui est devenu un islamo-gauchiste écolo dès lors qu'il s'est retrouvé défenseur des droits, mais aussi à alerter tout ce qui relève de la Cour internationale, différentes cours internationales ou la CNDA, la Cour nationale des droits de l'homme et autres. Enfin, il y a plusieurs instances juridiques à l'échelle nationale et internationale en lien avec le non-respect des droits fondamentaux, effectivement, qui peuvent être sollicités dans ce combat. Et il faut le faire aujourd'hui. Les politiques, ça les fait un peu flipper, la question de la judiciarisation. Et c'est sur ça qu'il faut aller aussi. Merci beaucoup d'être là. Juste très brièvement, votre question est absolument pertinente. Moi, je poserais aussi une question. À partir de quand peut-on qualifier le fait d'exposer des populations à un crime industriel ou associer un crime d'État? Prenons juste très brièvement le cas du chlordécone. Vous savez, ce pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles. 90% de la population antillaise est aujourd'hui contaminée, l'ensemble de la chaîne alimentaire. On sait que cette molécule est associée à des cancers, en particulier le cancer de la prostate. Depuis 1975, les États-Unis avaient banni ce produit. On savait que c'était un produit qui était dangereux. On l'a utilisé en France des années 80 jusqu'en 1990, en France métropolitaine. Et on a accordé une dérogation pendant 3 ans aux Antilles pour pouvoir l'utiliser dans les bananeraies, en toute connaissance de cause. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a reconnu que c'était un scandale sanitaire et que l'État était directement engagé. Comment qualifier ce type de pratique? Comment qualifier ce type de pratique? Pour moi, c'est des pratiques criminelles. Bon, je pense qu'effectivement, la question de la judiciarisation est une question importante. Merci. Je vous laisse poursuivre ces conversations plus tard en off parce qu'on passe à la prochaine table ronde. Merci à tous les deux et merci à vous pour votre attention.